Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent congrès. Donc moi je suis Ismaël Ben Sarha, je suis directeur scientifique et directeur général des laboratoires SVR Fitouls. Je suis de formation biologiste, spécialisé en biologie cutanée et en formulation. Et je vais vous parler d'un sujet, je vais partager avec vous un sujet qui me tient énormément à cœur, qui sont les perturbateurs endocriniens. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus dans les médias, en tout cas en France, en Europe. La France a été pionnière sur ce sujet. Je vous montre quelques couvertures d'articles qui étaient dans le journal Le Monde en 2022. Et vous, en tant que pédiatre, vous êtes, avec les gynécologues, les premiers confrontés aux effets des perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont une substance ou un mélange de substances. Et je vais insister sur la notion de mélange aussi, de substances exogènes qui vont altérer là où les fonctions du système endocrinien et par conséquent qui vont avoir des effets néfastes sur la santé et sur les générations suivantes. Alors, l'ANSES a identifié plus de 906 ingrédients soi-disant ou incriminés comme perturbateurs endocriniens. Vous allez en trouver partout, dans les plastiques, dans le textile, dans les résines, dans les cosmétiques aussi. Donc ça va être important quand un visiteur médical va vous présenter un dermocosmétique de voir quelle est sa sécurité pour votre patient. Surtout quand vous êtes face à des pathologies où la barrière cutanée va être plus perméable, comme la dermatite atopique, où là il va falloir faire extrêmement attention sur quel émollient et quel nettoyant je vais prescrire à ce moment-là. On en trouve, alors je vous ai mis une image, vous allez retrouver, on en retrouve de partout les perturbateurs endocriniens, de partout. Alors, il est vrai que leur, on va dire, dangerosité est plus importante per os, il est clair. Aussi par voie respiratoire, dans tout ce qui est produits ménagers notamment, les mamans qui sont, ou les femmes ou les papas qui utilisent ces produits-là vont être un peu plus exposés. Mais aussi au niveau placentaire, et ça a été démontré, et aussi au niveau cutané, ce qui était il y a encore quelques années discuté. On disait que ça ne passait pas la barrière cutanée. Or vous savez bien par exemple que les stéroïdes, la voie de prédilection de passage est la peau. Donc au final, on sait qu'aussi les perturbateurs, et des études ont démontré qu'il y avait un passage au niveau cutané. Alors c'est vrai que certains de mes confrères vont dire non, ça ne sert à rien de tester les cosmétiques. Est-ce qu'ils sont perturbateurs endocriniens ou pas? Parce qu'ils ne franchissent pas la barrière cutanée. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas très efficaces. Je me demande à quoi ils servent, au final. C'est un peu un côté bipolaire, mais en tout cas, il est démontré que les perturbateurs endocriniens ont un effet aussi cutané. Alors, les conséquences, elles sont sur le système reproducteur, c'est ce que vous allez voir le plus souvent, des pubertés précoces, des endométrioses, des anomalies de l'ovaire, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, aussi la diminution de la quantité de sperme chez l'homme, la baisse de la testostérone et des malformations urogénitales aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais pas seulement. Il a été démontré aussi que les perturbateurs endocriniens étaient incriminés sur l'obésité et les diabètes de type 2 et certains troubles de la fonction thyroïdienne. Également certains cancers hormonodépendants, sein, utérus, ovaires, et puis des troubles du développement que vous allez voir dans vos cabinets, notamment des prématurés et vous allez voir aussi au niveau dermatologique de l'acné prépubère. De plus en plus, si vous remarquez, le nombre d'acné prépubère par rapport aux années d'avant a augmenté. Également de l'acné chez la femme et l'homme adulte. Il a quasi multiplié par 30 si on reprend par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Et puis aussi des troubles du comportement, autisme, hyperréactivité et des troubles du développement cérébral. Je vous ai listé, là, je vous invite à prendre cette capture, toutes les pathologies où les perturbateurs endocriniens sont incriminés. Alors soit, et ça c'est un travail qui a été fait en France, ça a été vraiment un relevé de la littérature, où il y a des niveaux de preuves suffisants, des niveaux de preuves plausibles, insuffisants et pas encore documentés. Mais en tout cas, on retrouve nombreuses pathologies que vous allez trouver au sein de vos cabinets. Alors, là, il y a une étude épidémiologique qui a été faite vous concernant sur les troubles, concernant votre patientèle, sur les troubles pubertaires et la puberté précoce.
et le nombre, vous avez à gauche les perturbateurs endocriniens et les conséquences à droite, donc ça a été démontré. Alors vous allez dire, bon, le problème c'est que je n'ai pas de garantie de cause à effet. Quand j'ai un patient qui se présente au cabinet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les PE sont incriminés? Vous ne pouvez pas le certifier. Personne ne peut certifier. Vous avez une acné préadolescente. Vous dites, est-ce que c'est de l'acné? Est-ce que c'est lié au PE? Probablement, mais quelle est la conduite à faire? Là, c'est un peu trop tard. Par contre, vous avez un rôle de prévention essentiel, notamment fondamental, pendant les 1000 premiers jours de la vie. Même avant, ça veut dire pendant que la femme est enceinte, sur ce qu'elle va utiliser, ce qu'elle va manger et ce qu'elle va appliquer, et après les 1000 premiers jours de la vie. Après également, la période qui va être aussi importante, c'est l'adolescence, lors de la maturité sexuelle, où il va falloir aussi faire attention aux produits et à l'alimentation. Donc, toute cette période de vulnérabilité, vous avez tout un travail d'information à faire auprès de votre patientèle. Alors, comment s'en protéger? Quelques conseils, déjà, on évite le plastique. Pourquoi on évite le plastique? Regardez la bouteille d'eau. Alors, dedans, elle contient du bisphénol, des phtalates. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'eau est perturbatrice endocrinienne? Non. Est-ce que comme ça, la bouteille inerte, elle est perturbatrice endocrinienne? Non. Vous l'exposez à 37 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une hydrolyse du bisphénol et des phtalates qui vont se dissoudre dans l'eau et qui, du coup, vont transmettre des perturbateurs endocriniens. Les jouets, privilégiez les jouets en bois. Alors, vous avez, je ne sais pas si c'est au niveau juridique en Tunisie, c'est valable, mais au niveau européen, les fabricants ont une obligation de mettre ces logos, en fait, avec les catégories de plastique utilisées, lesquels ensuite sont autorisés, sont bons ou sont pas bons. En fait, ce n'est pas qu'ils sont autorisés ou ne sont pas autorisés. Et en fait, ceux qui sont à éviter sont les 1, 3, 6 et 7. Et ceux qu'on peut utiliser, ce sont les catégories 2, 4 et 5, qui n'ont pas, en tout cas, de contenu perturbateur endocrinien identifié. Donc, pour résumer, les plastiques où il y a des phtalates et des bisphénols, 1, 3, 6 et 7 à éradiquer, et privilégier les plastiques avec ces logos 2, 4 et 5. Aussi, privilégier les légumes plutôt que la viande. Plus on va monter dans l'échelle animale, plus vous avez une accumulation de perturbateurs endocriniens. Nettoyer les légumes au maximum, idéalement les légumes bio, ce n'est pas évident, mais privilégier en tout cas ceux qui sont cultivés avec le moins de pesticides que possible. Au niveau des poêles, on évite le téflon, on va privilégier l'inox et on va essayer de ne pas les laisser trop longtemps parce qu'elles vont aussi, avec la chaleur, ce que je vous ai dit, la chaleur va augmenter la diffusion des perturbateurs endocriniens, notamment du bisphénol A, dans les aliments. Vous voyez, c'est des petits gestes que vous pouvez faire vous aussi, chez vous, qui vous permettent aussi de vous protéger. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand on parlait de perturbateurs endocriniens, oui, de toute façon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a rien à faire, il y en a de partout. Et puis quand on voit quand même le taux d'augmentation de maladies et la prise de conscience, en tout cas des populations européennes, j'aimerais bien qu'en Tunisie, il y ait une prise de conscience déjà au niveau alimentaire des fabricants, mais aussi des fabricants de dermocosmétiques, et aussi d'information. C'est vrai qu'il y a des barrières au niveau de la communication, on ne peut pas trop communiquer directement auprès du grand public, mais en tout cas, il y a un devoir d'information que nous, on a auprès des médecins et vous également auprès de votre patientèle. Donc, comme je vous dis, on évite les casseroles en téflon et privilégier l'acier, l'inox, inoxydable. Les vêtements. Alors moi, vous allez me dire pourquoi ils recommandent la friperie ou les vêtements utilisés par le grand frère, par le petit frère, parce qu'ils ont déjà été lavés. Et vous savez, il y a beaucoup de pigments qui ont déjà été retirés et c'est dans les teintures qu'on retrouve les perturbateurs endocriniens. Donc pensez quand ils achètent des vêtements neufs, premier, deuxième lavage avant l'utilisation. On évite tout ce qui est bougies, parfumeurs odorisants. Et comme je vous ai dit, la concentration augmente à chaque étape de la chaîne alimentaire. Donc on privilégie les légumes par rapport à la viande. 500 grammes de viande suffisent pour une semaine.
et les 1000 premiers jours de la vie sont essentiels, aussi bien dans les couches utilisées, dans les lingettes. Faites attention aux lingettes, elles sont bourrées de conservateurs et de perturbateurs endocriniens. Vous savez que le phénoxyéthanol a été interdit en Europe dans les lingettes, parce que la barrière cutanée est extrêmement poreuse, et du coup, il y a un passage. Le phénoxyéthanol est un perturbateur endocrinien quand il est concentré. Après, je vais vous parler de cette notion de concentration aussi. Donc, qu'est-ce qui va être important? Est-ce qu'un perturbateur endocrinien va avoir une toxicité, alors nous, en tant que laboratoire dermatologique, directement sur la peau, pour la peau ou à travers la peau? Est-ce que vous connaissez des toxicités directes au niveau de la peau, ce qu'on appelle ces eczémas de contact liés aux perturbateurs endocriniens? D'après vous, qu'est-ce qui a pu provoquer cela? Ça commence par un C. Cobalt. C'est typiquement, alors vous n'allez pas trop en voir dans votre patientèle, mais où est-ce qu'on trouve beaucoup de cobalt? Ouais. L'industrie du textile aussi, énormément. Donc, alors il faut faire attention aussi. Quand on vous dit les 1000 premiers jours, qu'est-ce qu'on va faire attention aussi? Qui est au contact de l'enfant? La maman et le papa. Donc il va falloir aussi faire attention au... J'entends de Claude qui dit à la maman. Non, il y a aussi le papa. Il y a des papas poules aussi. Mais faites attention, même le parfum du papa, souvent, la maman le vernis, surtout quand il y a des phtalates dans les vernis, il faut faire attention. Alors vous direz, est-ce qu'elle doit... les 1000 premiers jours de la vie, on peut faire attention pour le reste de la vie. Alors, voilà tous les perturbateurs endocriniens qui ont des conséquences directes, je parle bien de directes, au niveau de la peau, ça veut dire qu'ils vont avoir un effet d'eczéma de contact. Les PCB au niveau du xérose, le chloracné aussi, alors c'est plus les personnes qui sont exposées au chlore à forte concentration ou avec les dioxines. Les hydrocarbures vont être responsables de dermatite de contact, les phtalates que vous retrouvez dans les vernis, les parabènes, et l'arsenic qui va être responsable de kératose palmoplantaire. Alors, maintenant, si on passe sur les effets des perturbateurs endocriniens à travers la peau. Je vous ai parlé de l'acné. Il y a tout un travail qui a démontré en fait une corrélation entre le taux de bisphénol dans le sang et la présence et la sévérité de l'acné chez la femme adulte et l'homme adulte. Donc ça a été prouvé, à la fois la présence, mais à la fois la sévérité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le bisphénol va agir sur la glande sébacée, va stimuler la production de sébum et va agir aussi sur la 5-alpha-réductase. Donc ça a été démontré. Autre effet des PE, le syndrome des ovaires polykystiques, souvent associé à de l'acné et de l'hyperandrogénie. Donc là aussi, il y a un travail qui a été démontré avec la corrélation entre la présence de bisphénol au niveau urinaire et chez les patients qui ont des syndromes de ovaires polykystiques. Alors au niveau des cosmétiques, qu'est-ce qui est important? Alors certains de vos confrères dermatos, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé d'après vous? Fournissez-nous la liste des perturbateurs endocriniens. Comme si c'était aussi simple que ça. Eh bien pas du tout. Pourquoi? Je mets un actif A, non perturbateur endocrinien. Je mets un actif B, non perturbateur endocrinien. Je les mets ensemble, ils ont une action perturbatrice endocrinienne, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Vous prenez un actif, à une certaine dose, il n'est pas perturbateur endocrinien. Vous augmentez la dose, il devient perturbateur endocrinien. Vous réaugmentez la dose, il ne l'est plus. Donc vous voyez, ce sont des voies de recherche énormes en endocrinologie. Aujourd'hui, on n'est qu'à 0,5% des connaissances. Il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. Mais ce qui est à retenir, ce qui va être important, c'est est-ce que mon produit fini, avec son contenant, est testé ou pas en dermatologie, non perturbateurs endocriniens. On retrouve malheureusement aussi des perturbateurs endocriniens dans les médicaments. Ça, il y en a malheureusement.
puis un effet cumulé, dose cumulée au niveau du temps. Alors ça, c'est le plastique dont je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'hydrolyse et qui fait que le bisphénol passe dans l'eau. Alors vous allez me dire, chez SVR, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, on a déjà scanné toutes les matières premières et on a retiré toutes les matières premières qui étaient potentiellement perturbatrices endocriniennes. On a fait aussi tout un travail de recherche avec de l'analyse statistique, avec les associations, les mélanges qui pouvaient être perturbateurs endocriniens. Et on les a évités. On a fait aussi un test sur, une fois qu'on avait, alors ça c'est un travail qui a été fait avec la R&D, une fois que nous avons eu les produits finis avec le maximum de sécurité, on les a testés par un laboratoire indépendant. Aujourd'hui, c'est le laboratoire qui fait des tests. Alors c'est sur un modèle assez particulier, les larves, mais c'est celui qui se rapproche le plus de l'être humain. Parce que vous savez bien, nous n'avons pas le droit de faire des tests sur l'humain ou sur l'enfant. Donc c'est le modèle qui se rapproche le plus et qui est reconnu par l'OCDE sur 3 axes, thyroïdien, œstrogénique et androgénique. Et c'est un test qui est fait par fluorescence. Et tous les produits donc, qui sont destinés aux enfants, aux adolescents et à la femme enceinte ont été testés produits finis et sont testés non perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que la gamme Topialis, par exemple, vous allez prescrire dans l'atopie, est testée non perturbatrice endocrinienne. Pareil pour les solaires, qui sont extrêmement importants. Alors, vous savez, il y a une maladie, une pathologie qu'on voit chez les dermatos, qui est liée aux perturbateurs endocriniens, à l'octocrylène qu'on trouve dans les solaires, ce qu'on appelle l'alopécie frontale, l'alopécie fibrosante frontale, chez certaines femmes essentiellement. Vous voyez, juste l'alopécie qui est à ce niveau-là, au niveau frontal. Les perturbateurs endocriniens, notamment l'octocrylène, est incriminé dans l'écran solaire. Alors, vous avez à votre disposition, que vous pouvez avoir dans vos cabinets, cette fiche conseil sur les perturbateurs endocriniens, si vous voulez informer, sensibiliser les mamans et les papas, que Salma et vos délégués peuvent vous remettre. Et vous avez un site qui est très bien fait, où vous allez avoir la liste, si vous cherchez cette liste de perturbateurs endocriniens, et plus d'informations dessus, qui est à votre disposition. J'ai essayé d'être synthétique. Moi, mon objectif, c'était de sensibiliser là. Dans les prochaines étapes, notamment à Gerba et puis à Sfax, vous allez avoir un professeur Chevalier qui va venir au congrès francophone à Gerba, qui est endocrinologue, à qui j'ai emprunté certaines slides, qui va exposer plus de détails, notamment les pathologies que vous voyez en cabinet en pédiatrie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre rôle prévention et produits dermatologiques à notre niveau, en tout cas, testés non perturbateurs endocriniens, notamment dans la gamme Topialis et Sunsecure.